Pour cette première saison, le thème que j'ai choisi, c'est la nature. C'est un concept qui est au cœur de l'écologie, elle est au centre de toutes nos préoccupations environnementales. Personnellement, j'ai une conception très naïve de la nature, presque enfantine. La nature, c'est les arbres, les animaux, les montagnes, et j'aimerais dépasser en fait cet état d'ignorance. Je veux savoir qu'est-ce qu'on range derrière ce mot précisément, comment les conceptions que l'on a de la nature ont évolué au fil du temps, par exemple. Comprendre pourquoi la façon dont on se représente la nature a un impact fondamental sur nos modes de vie. J'ai plein de questions à poser en fait à des gens qui justement ont planché sur ce sujet, qui ont plein de choses à me dire, et j'ai hâte de les écouter. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Nouvelle Époque. Donc on va aujourd'hui continuer notre enquête sur ce que c'est que la nature et sur ce que sont les liens que nous entretenons à la nature. Au premier épisode, on s'est concentré sur le XVIIe siècle et on a vu comment ce siècle a témoigné d'une révolution dans la manière dont on a conçu la nature, et on a notamment aussi abordé le cas de Spinoza, et on a vu comment Spinoza, la manière dont il concevait la nature et les liens et la place de l'homme dans la nature avait bouleversé nos conceptions et résonné aussi aujourd'hui d'un point de vue écologique. Comment ça irrigue encore aujourd'hui nos réflexions et nos considérations, et comment ça peut nous aider aussi à trancher des dilemmes qui se posent à nous. Alors pour continuer un peu notre enquête, on va passer au XVIIIe siècle cette fois. C'est un siècle qui est très important parce que il va y avoir en fond deux conceptions de la nature qui vont un peu se télescoper, voire s'affronter, deux manières en fait de considérer la nature et de considérer du coup notre lien à la nature. Et ce qui m'intéresse là encore une fois, c'est que on va voir que ces dissensions philosophiques et qui s'inscrivent dans un contexte historique particulier, eh bien, aujourd'hui, elles donnent une signification particulière. En tout cas, elles donnent un appui à nos réflexions sur l'écologie. Et en les connaissant, en fait, on est en mesure en fait, de se doter d'outils de réflexion qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui et voilà, et de gagner du coup, je sais pas, en liberté peut-être, mais en tout cas en pouvoir de réflexion et en pouvoir de compréhension sur les enjeux de notre époque. Alors pour en parler, j'ai décidé d'inviter Thierry Oquet. C'est un philosophe dont j'apprécie beaucoup le travail, et qui en plus de ça était mon prof à Nanterre quand j'étais en licence de philosophie. Et il est spécialiste du XVIIIe siècle, entre autres, et aussi des questions liées, qui font le lien entre philosophie et biologie. Et donc du coup, aujourd'hui, il va nous parler de pourquoi ce XVIIIe siècle a été un instant charnière dans la manière de concevoir notre rapport à la nature. Mais voilà, je vous en dis pas plus et bonne écoute. On va parler de la nature au XVIIIe siècle. L'idée, c'est d'examiner un peu la nature sous l'angle de la providence, comme elle a été un peu conçue, théorisée, accrochée à ce siècle-là, parce que siècle d'ébullition intellectuelle où se sont rencontrés des scientifiques, des philosophes, mais qui est encore un siècle encore très irrigué par des conceptions chrétiennes, des conceptions aussi juives et autres, et donc on assiste un peu à une sorte de, en tout cas, tel que je le comprends, à une sorte de mix et de mélange des genres dans lequel la physique, la religion, la théologie vont un peu se mélanger. Et on va un peu créer des nouveaux concepts de la nature, on va la voir différemment. Et donc voilà. Cette nature qu'on va étudier là un peu dans cet épisode-là, c'est la nature providentielle, donc théorisée par plusieurs philosophes et hommes d'église de ce siècle-là. Première question que je vais avoir, au fond, c'est déjà, au XVIIIe siècle, qu'est-ce qu'on peut entendre déjà par la providence ? À quoi on se réfère quand on parle de providence ? De Dieu dans le monde en général, et par la providence, on entend l'idée que Dieu aurait, en quelque sorte, préordonné le monde, aurait prévu, en quelque sorte, c'est ça le sens étymologique du mot, providence, c'est prévoir, il aurait prévu le déroulement des événements, il aurait donc créé le monde en ayant en vue un peu tout ce qui allait se passer. Et du coup, du fait de la sagesse infinie de Dieu, il aurait agencé les choses de manière à produire, comme le dirait Leibniz, le meilleur des mondes possibles,
Donc, il y aurait cette idée qu'une sagesse gouverne l'ensemble des événements du monde, et par là, on entend d'abord peut-être l'histoire humaine, mais aussi, au premier chef, les réalités naturelles. Donc, il y aurait une intelligence, en fait, qui serait, en quelque sorte, tapie dans les choses. Et donc, du coup, d'accord, c'est-à-dire qu'en fait, la nature, elle reçoit un sens, une structure, et cette structure, du coup, elle est orientée vers quoi? C'est-à-dire vers une sorte de félicité, de justice, c'est-à-dire que Dieu investit la totalité du monde, la totalité de la nature, et il irrigue de quoi? De bonté, de sagesse, d'omniscience. Est-ce que le monde est traversé du coup par une finalité, et si oui, quelle serait cette finalité pour les hommes de cette époque-là? D'accord. En fait, l'idée c'est que on parle de Dieu en général, mais en fait Dieu il se décline en différentes formes. Donc il y a par exemple la toute-puissance, ce qu'on appelait dans l'Antiquité Zeus ou Jupiter, et puis il y a aussi la sagesse, c'est-à-dire Athéna ou Minerve. Et donc Dieu il est toutes ces choses-là. Il est à la fois ce qui peut beaucoup, mais aussi ce qui a en vue le bien. Il est aussi une puissance libérale de création, au sens une puissance de création vraiment profuse en fait. Mais aussi une puissance de création qui a en vue le bien des choses. Alors, vous demandez quel est ce bien en fait, quelle est cette finalité? Ben, c'est précisément ça qui est difficile. Parce que souvent, on a pensé que le monde était fait pour les êtres humains, par exemple. Mais ça veut dire quoi que le monde est fait pour les êtres humains? Est-ce que ça veut dire, du coup, que les humains ont une liberté d'utiliser tout ce qui est à leur portée, dans leur propre intérêt, et sans prendre aucun soin de ce qu'ils rencontrent? Ça n'est pas sûr. Est-ce que les choses ont été faites pour l'utilité des humains, par exemple? Ça, manifestement, ça n'est pas le cas, parce que si on voit, par exemple, l'idée qu'il y a des pucerons, il y a plein de pestilences, plein de maladies qui existent et qui ne sont manifestement pas là pour servir les humains. Oui, ça veut dire qu'elles nous empêchent parfois de passer du bon temps, et de polluer un petit peu, etc. Et on aimerait bien qu'elles ne soient pas forcément là. Et du coup, ça oblige en fait à réfléchir, à complexifier en quelque sorte notre représentation de ce que c'est que ce but. Est-ce que le but il est moral? Est-ce qu'il faut que le monde soit le meilleur possible? Ou est-ce qu'il faut que le monde soit le plus utile possible aux humains? Ou est-ce qu'il faut que le monde soit simplement le plus beau possible, au sens de le plus généreux dans la multiplicité des formes qu'il présente? Vous voyez, il y a plein de considérations possibles qu'on peut faire entrer pour questionner en quelque sorte ce que c'est que cette fin que Dieu avait en vue quand il a créé le monde. Et pourquoi du coup à cette époque, on va considérer, Dieu est providentiel, mais alors du coup pourquoi là c'est la nature qui devient objet de la providence? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a mais peut-être je me trompe, j'ai l'impression qu'il y a une rupture peut-être à ce moment-là où avant Dieu était coupé un peu du monde d'un point de vue transcendantal, et le monde matériel était disjoint, et le matérialisme, le monde matériel était peut-être réputé comme quelque chose d'impur, de vil, le monde du désir, de la chair, etc. Et alors que dans cette conception, j'ai l'impression, du XVIIIe siècle, là la providence de Dieu est passée dans la nature. C'est-à-dire que la nature elle-même, c'est-à-dire l'ensemble du monde vivant, mais également l'environnement des vivants, est investi d'une providence. Comment va émerger un peu cette conception-là, et qu'est-ce qui fait dire que la nature elle est providentielle? Est-ce que ce sont des caractéristiques, ou qu'est-ce qui fait dire un peu aux théologiens de cette époque-là que la providence elle est chez Dieu, mais également retransmise dans les faits naturels? Il y a plusieurs éléments là-dedans, je crois. Le premier, c'est que cette providence divine, manifestement, on la rencontre pas trop dans l'histoire humaine. L'histoire humaine, elle semble être faite de guerre, de destruction, d'irrationalité, et donc on a l'impression que c'est plutôt le royaume du mal, en fait.
un mal qui aurait été en quelque sorte autorisé ou permis par Dieu pour contrebalancer la question de la liberté humaine en fait. C'est-à-dire Dieu aurait voulu la liberté, c'était ça le plus important. Oui, d'accord, c'est la chute un peu. C'est la chute, voilà, c'est d'avoir autorisé ça effectivement, mais du coup l'histoire humaine apporte seulement peu d'éléments en faveur d'une providence. Enfin d'une sagesse en fait, voilà. L'autre élément, je dirais, c'est que parmi les preuves de l'existence de Dieu, on s'en est en général remis à la révélation, c'est-à-dire au texte sacré. Et ces textes sacrés, on s'appuyait sur l'idée de leur ancienneté, sur l'idée de leur évidence, de leur certitude. C'était comme une chaîne de témoins continue qui se serait transmise jusqu'à nous et qui nous assurerait donc de la vérité du témoignage, donc de tout ce qui a été dit dans la révélation. Cette preuve, elle s'atténue aussi à partir du XVIIe siècle avec tout ce qu'on appelle l'histoire critique des textes sacrés, c'est-à-dire tout le travail qu'on fait, que Spinoza fait notamment avec le traité théologico-politique sur qui a écrit les textes sacrés, comment ont-ils été écrits, dans quel style. Et donc, je dirais que le support textuel de l'existence de Dieu, constitué par les Saintes Écritures, il s'estompe un petit peu. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, on ressent déjà l'ébranlement qui a été l'ébranlement causé par effectivement les critiques de l'exégèse biblique, qui vont situer les auteurs de la Bible, les recontextualiser, analyser les erreurs de recoupement, comme le fait Spinoza. On sent déjà dans le siècle suivant, donc ça c'est Spinoza le fait au XVIIIe siècle, et au XVIIIe siècle, déjà les hommes d'église et les philosophes aussi affiliés encore à la foi chrétienne sont fragilisés par cette puissance rationnelle qui est déployée. Je pense qu'en effet, ça touche pas seulement le christianisme, ça touche toutes les religions, hein, le judaïsme et on pourrait dire en un sens l'islam également, hein, c'est-à-dire cette idée que est-ce que les Écritures, est-ce que les prophètes, est-ce que la révélation sont les meilleures preuves de l'existence de Dieu. Un autre élément qui est beaucoup discuté dans cette perspective-là, je dirais, c'est la question de la création. Est-ce que Dieu a fait le monde une fois pour toutes, ou est-ce que, et comme vous disiez, est-ce qu'il s'est retiré du monde à la suite de la création? Et beaucoup d'auteurs tendent à dire qu'en fait, Dieu est toujours présent dans la nature. Et donc finalement, c'est une manœuvre, je vais dire, apologétique. Ça veut dire une manœuvre consistant à essayer de convertir les esprits rétifs en leur montrant qu'en fait, il suffit d'ouvrir les yeux pour découvrir Dieu en toutes choses. Et donc effectivement, à ce moment-là, on a l'idée, et c'est la preuve qu'on va appeler physico-théologique, ça veut dire une preuve qui est fondée sur l'observation des choses de la nature, une preuve de l'existence de Dieu, théologique donc, qui est fondée sur la physique, c'est-à-dire sur l'observation des choses de la nature. Donc, par exemple, ils vont s'intéresser à la manière dont un arbre va produire des fruits, ou comment les organes des animaux vont fonctionner, leur harmonie, leur adaptabilité, pour témoigner que du fait qu'il y a une forme de cohérence extrêmement forte, ou en tout cas de fonctionnalisme très fort dans les mécanismes naturels qu'on va observer chez les animaux, les plantes, chez les humains, pour dire qu'il y a derrière ça, au fond, il y a forcément une intentionnalité, un design, une volonté, une préscience qui valide le fait que Dieu est derrière tout ça. Oui, alors en fait, vraiment, ça s'appuie sur toutes les réalités naturelles, physiques. Par exemple, le fait qu'il existe des marais, par exemple, est interprété comme la providence de Dieu en vue que l'eau ne croupisse pas en stagnant en fait, ou bien l'idée que avec les mouvements des eaux, ça permet aussi d'entrer et de sortir plus facilement des pores. Enfin, donc ça peut être des utilités purement esthétiques, d'autres purement pratiques, mais tout permet en fait de justifier la présence de Dieu. On le voit en toutes choses. D'accord. Dès qu'en fait il y a une utilité à un phénomène naturel ou une beauté à un phénomène naturel, l'argument c'est de dire que c'est grâce à Dieu. En fait, ça va au-delà de ça, au sens où, dans cette logique, même le fait d'ouvrir les yeux et de voir, c'est déjà une preuve de l'existence de Dieu. Ah oui, carrément. Puisque, en fait, et là c'est intéressant parce qu'on voit aussi la manière dont cet argument-là, il joue contre un certain
matérialisme, on peut dire. Par exemple, l'idée que non, voir, ça s'explique par les lois de l'optique. Eh bien, à partir de là, les auteurs vont dire oui, mais regardez, de n'importe quel point de votre environnement part un rayon lumineux qui arrive dans votre œil, et tout ça se combine de manière à former une image cohérente. Parfait, une image en haute définition. Voilà, c'est ça. Donc, comment est-ce possible, en fait? Donc, c'est une sorte d'émerveillement, et la rhétorique de la merveille, en fait, elle est très présente à cette époque, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des merveilles de la nature. Qu'en fait, on a tendance à fermer les yeux par habitude sur tout un ensemble de réalités qu'on considère comme acquises, comme données. Et le travail de ces théologiens, c'est de vous dire « Ah mais non, mais en fait, tout ça, vous ne perdez pas de vue à quel point c'est finement ingénié, finement articulé, agencé. Et donc, à quel point finalement, ça suppose d'intelligence, ça suppose un artisan extrêmement puissant à l'origine de tous ces mécanismes. Donc, le mouvement des os, la structure de l'œil, l'existence des étoiles, la structure d'une chenille, tout ça, ça sert à prouver en fait que un puissant principe d'ordre travaille les réalités naturelles. Et alors du coup, dans cette perspective, donc la nature elle est animée d'un ordre, d'une structure très forte, descriptible, compréhensible, etc. À cette époque-là, du coup, au XVIIIe siècle, il n'y a pas que cette conception de la nature. Il y a aussi des partisans d'une autre approche. Quelle tradition philosophique va un peu s'opposer à cette vision de la nature? En gros, avant d'être une conception philosophique, c'est un ensemble de faits qui n'entrent pas bien dans le principe, c'est-à-dire l'idée qu'effectivement, il y a plein de choses qui servent à rien, qui sont nocives, qui sont nuisibles, il y a plein de choses qui disparaissent, il y a plein de choses qui sont bancales. Donc, une question comme la monstruosité, par exemple, l'existence de créatures non fiables, l'existence de créatures laides ou difformes par rapport à ce qu'on considère être la norme, eh bien, tout cela contribue à affaiblir l'idée qu'il y a un ordre, en fait, et une sagesse qui préside à l'ensemble des réalités naturelles. C'est-à-dire qu'on va observer les animaux, les phénomènes naturels, les plantes avec un autre regard, c'est-à-dire pas avec le regard effectivement de l'émerveillement, mais plutôt un regard, on va dire, plus pragmatique, et ces philosophes-là, qui sont un peu en contradiction, vont repérer tout ce qui est un peu de moche, en fait, ça, tout ce qui marche pas, tout ce qui, c'est ça. C'est-à-dire de la même manière qu'il y a des crimes dans l'histoire humaine qui montrent que le bien n'est pas la règle, eh bien, on va dire qu'il y a du désordre dans la nature. Donc, un texte très beau du XVIIIe siècle, c'est un texte qui s'appelle La lettre sur les aveugles de Diderot, où il fait parler justement un aveugle, Sanderson, et en fait, cet individu se plaint en fait de tous ces partisans de l'ordre, en fait. Oui, il se plaint de l'ordre de la nature, parce que pour lui, c'est pas très ordonné au final. Bah oui, c'est ça. Il dit, mais pourquoi tout cet ordre dont vous me parlez, moi, je ne le vois pas. Et du coup, pourquoi est-ce que moi, en tant que Sanderson, je n'ai pas accès à la vue, par exemple? Qu'est-ce que ça fait, finalement, de vivre dans un monde où on ne voit pas? Et d'où ça vient, en fait? D'où vient cette aberration, cet accident? Donc, dans des textes comme ça, se formule l'idée que, finalement, l'histoire de la nature pourrait être une histoire accidentée, une histoire contingente, une histoire faite de hasard, de réussite aléatoire. Donc ça ébranle véritablement l'idée d'un ordre divin en faisant valoir l'idée que peut-être que la nature est simplement une sorte d'enfant qui joue au dé comme ça, et puis on a des tirages qui sortent, mais sans intention préalable et sans prévision possible de finalement la nature du tirage qui va réellement sortir. C'est une conception de la nature qui est moins rassurante, parce qu'au final, elle ne postule pas qu'il y a une régularité dans la nature, une finalité, donc elle ne donne pas de valeur en propre à la nature. C'est-à-dire que la nature, si la nature elle est pas ordonnée, c'est qu'elle est hasardeuse, chaotique, qu'elle peut nous servir comme elle peut aussi nous desservir, nous faire vivre comme nous détruire. Donc ça crée aussi dans
dans cette contre-approche un inconfort, je pense aussi pour la société, pour les hommes, parce que une nature qui ne revient pas, qui n'est pas régulière, c'est une nature sur laquelle on ne peut pas compter, et on ne sait pas si au fond c'est une amie, si on peut vraiment compter dessus. Donc là, elle n'est plus vraiment providentielle, elle peut être chaotique, et donc elle peut faire peur. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire au fond, du coup, à ce siècle-là, donc il y a un peu ces deux approches, hein, je résume, l'approche plus providentielle, l'approche plus hasardeuse dans la manière de voir la nature. Comment ces deux approches-là vont gérer la place de l'homme. C'est-à-dire que si on est dans une optique providentielle, si la nature fait tout bien et qu'elle est juste, du coup, quelle est la place de l'homme? C'est-à-dire que c'est une place plutôt d'observation, il doit louer cette nature, il doit vraiment n'être qu'adhésion. Est-ce que ces philosophes-là, ils se placent dans une observation et dans une adoration, ou est-ce que c'est pas le cas? C'est-à-dire comment ils jugent est-ce que l'homme est adhésion, ou est-ce qu'il quand même il tolère une place pour la liberté, pour l'inférence de l'homme dans ce plan divin? Ok. Donc effectivement, dans le cadre providentialiste, je dirais, on peut parler par exemple de l'œuvre du Suédois Carl Linné, qui a été très influente, mais on pourrait dire que la tâche des êtres humains, c'est de connaître au maximum l'ensemble des créations, des créatures naturelles, afin de découvrir finalement l'immense variété, la profusion de dispositifs pratiques qui ont été inventés par Dieu dans le monde naturel. Donc c'est un travail d'étude, un travail de se mettre à l'école de la nature parce que en fait, au fond, il y a la conviction profonde que derrière tout ça, on en tirera profit. C'est-à-dire, on trouvera des manières de guérir nos maladies, on trouvera des manières de nous nourrir mieux. Donc, il y a énormément de choses, de nous enrichir également. Pensez à, je sais pas, par exemple, la laine des lamas de la cordillère des Andes. Okay. Voilà, on se dit, ça c'est super, en fait, on ne connaissait pas. Quelque chose de très important également, ça a été la découverte du quinquina, en fait, en Amérique aussi. C'est quoi le quinquina? Le quinquina, c'est une plante qui permet c'est la quinine, en fait, c'est une plante qui permet de guérir les fièvres, en fait. Donc, ça a été quelque chose de très important pour la pharmacopée européenne, en fait, cette importation, certains disent ce vol, mais de cette nouvelle plante. Donc il y a l'idée qu'il existe des choses qu'on ne connaît pas et qui sont extrêmement pratiques, intéressantes, dont on peut tirer énormément de confort, de profit. Pensez à toutes les plantes qu'on importe des Amériques aussi, la pomme de terre, la tomate, le maïs, je veux dire les bases de la culture gastronomique européenne. Je pensais à l'Italie sans la tomate, par exemple. Eh bien, on voit à quel point finalement tout ça c'est très récent. Pensez à la Belgique sans la patate, sans la pomme de terre. Voilà. Donc, on se dit qu'en fait la nature est généreuse. Et du coup, effectivement, il faut chercher à en tirer profit, quoi. C'est un peu l'éthique de l'usufruitier, non? C'est un peu ça ou pas? C'est ça, oui. C'est-à-dire, effectivement, les humains ont été faits non pas pour créer le monde, mais pour en être les usufruitiers, en profiter en quelque sorte. Mais donc voilà, ça implique une connaissance de la nature, de ces mécanismes justement pour les préserver, pour faire en sorte d'éviter la destruction de tout. Mais ça exige d'abord une étude. Alors peut-être il faut donner le contrepoint du coup, c'est dans la vision que vous avez appelée tout à l'heure plus hasardeuse, qui fait une place plus à la contingence dans l'histoire de la nature. Et bien dans cette vision-là, on peut dire que les êtres humains sont presque un accident. C'est-à-dire que les êtres humains sont apparus, certes, mais ils auraient très bien pu ne pas apparaître ou bien disparaître. Donc, ils ne sont en rien le couronnement de l'ordre naturel. Ah oui, c'est une blessure narcissique très claire. Alors, Freud l'attribuera à Darwin, cette blessure narcissique, mais en fait, déjà, chez des auteurs comme Diderot, comme Buffon, comme Lamétrie, on trouve des formules extrêmement claires qui vont dans ce sens-là. Je vais donner juste l'exemple de l'œil tel que l'analyse Lamétrie dans son livre qui s'appelle L'homme-machine.
En gros, il explique finalement que l'œil se trouve voir de la même manière que la surface d'un lac, par exemple, se trouve refléter mon image. Donc en fait, évidemment, le lac n'est pas fait pour refléter des images. Oui. C'est pas sa fonction. Et bien, de la même manière, l'œil n'est pas fait pour voir. Il se trouve que, comme la surface du lac, il reflète les images. Et donc, il permet de voir, mais on ne peut pas dire qu'il a la fonction de voir. Oui, ça peut être un effet secondaire. Voilà. Il se trouve que, étant fait comme il est fait, il permet de voir. Il permet de voir. Il ne peut pas faire autrement que de refléter des images. Mais il peut aussi nous permettre de ne pas voir, parce qu'il y a des aveugles. Voilà, c'est ça. C'est un œil qui existe, qui a le même... qui a la forme d'un œil, mais qui ne permet pas d'accéder à la vision. C'est ça. Et du coup, appliquer le même raisonnement à l'oreille, par exemple. L'oreille est faite comme la grotte qui renvoie les échos, voilà, c'est tout. La grotte n'est pas faite pour renvoyer les échos, mais il se trouve qu'étant faite comme elle est faite, elle renvoie les sons. Eh bien, l'oreille, c'est pareil. Et du coup, l'être humain, c'est pareil. Il n'est pas là pour être le couronnement de la nature. C'est simplement le fait que il y a eu des créatures qui ont évolué dans ce sens-là. Elles sont là, mais elles pourraient aussi bien ne pas être. C'est pas une merveille, quoi. L'être humain n'est pas une merveille. Il n'a pas de statut. Il n'a pas de statut particulier en réalité, c'est ça ? Non, ce sont des machines comme les autres et des machines particulièrement sensibles et susceptibles d'être déréglées. Donc, c'est pourquoi les humains sont extrêmement fragiles et on peut très bien imaginer une histoire du monde naturel dans laquelle les êtres humains soit ne seraient pas apparus, soit seraient voués à une disparition prochaine. Et donc effectivement, c'est beaucoup moins rassurant, beaucoup plus précaire comme statut, comme condition. On passe d'une nature où effectivement, très généreuse, très protectrice, où aussi il y a, peut-être j'aimerais revenir là-dessus, mais où aussi il y a une hiérarchie aussi. C'est-à-dire que la nature, elle est un peu en surplomb, parce qu'elle est divine, et dans la nature chaotique, là, la nature n'est pas en surplomb, elle est contingente, elle fait émerger ce qu'elle peut, autant qu'elle peut. Et donc, du coup, les créatures humaines, l'espèce humaine, elle émerge, mais elle n'a pas de référent hiérarchique. C'est-à-dire qu'elle n'est pas subordonnée à un projet téléologique, à un projet finaliste. Et donc, du coup, il n'y a pas cette structure rassurante. S'il n'y a pas de structure rassurante, ça c'est une question qui m'intéresse, mais s'il n'y a pas cette superstructure rassurante, du coup, comment ces philosophes qui soutiennent un peu cette théorie-là, comment ils font pour créer, pour penser un peu les comportements éthiques et vertueux? Alors oui, c'est assez compliqué, mais en fait, d'abord, l'idée, je vais prendre l'exemple du contemporain de Linné qui s'appelle Buffon, qui était le naturaliste du Jardin des Plantes à Paris, et qui, lui, décrit beaucoup d'espèces dont il considère qu'elles sont sur le bord de l'extinction. On pense par exemple au dodo de la Réunion, de l'île Maurice. Le dodo, pour lui, c'est une sorte d'oiseau un peu monstrueux qui ne sait pas voler. C'est une sorte de monstre fait espèce, en fait. Donc quelque chose qui n'est pas fait pour se maintenir. Il est très étonné aussi par l'exemple du paresseux qui lui semble être une créature qui n'est pas faite pour survivre. Donc il identifie comme ça plein de... Ça s'interpelle du coup, il dit que ça ne marche pas si bien que ça. Il se dit oui, manifestement la nature fait parfois des essais dont on a les traces encore aujourd'hui, mais il ne faudrait pas s'étonner que ces essais disparaissent. L'autre élément qui le frappe beaucoup, c'est qu'en fait, là où les providentialistes voient une sorte d'équilibre harmonieux dans la nature, Buffon est très frappé par le fait que ce qui nous paraît être un équilibre est en vérité une sorte justement d'équilibre. Pardon, je vais le dire autrement. Ce qui nous paraît être une harmonie est en réalité une sorte d'équilibre entre des forces contradictoires. Donc par exemple, l'exemple qui est le plus développé, c'est celui du lièvre. Les populations de lièvres se multiplient beaucoup, mais elles sont aussi soumises à une destruction très importante par les prédateurs, par les maladies, par la chasse, etc. Et du coup, c'est ça qui fait qu'on a l'impression que la population de lièvres reste à peu près constante, c'est-à-dire que les lièvres n'envahissent pas tout ou ne disparaissent pas. Mais en fait, ce que dit Buffon, c'est que cette harmonie qui fait que, des lièvres, on en voit de temps en temps, il faut les chercher, mais on les trouve. Eh bien, cette harmonie-là est en fait le résultat de deux mécanismes contradictoires et tous deux excessifs, c'est-à-dire que les lièvres se multiplient comme des lapins et qu'à l'inverse, on les détruit énormément, on les chasse énormément. Ils sont l'objet d'une prédation extrêmement intense.
Donc cette supposée harmonie résulte en fait de lois qui paraissent excessives et donc du coup disproportionnées. Oui, par ignorance on pense que c'est une harmonie, mais en fait en observant réellement, en fait c'est deux excès qui s'annulent en réalité. L'exemple que j'aime bien donner là-dessus, c'est une scène de Shrek où la princesse Fiona chante des trilles avec les oiseaux de la nature, et on a vraiment l'idée d'une harmonie très belle entre les humains et la nature qui se fait dans le champ, et puis ça se termine par le fait qu'elle fasse une omelette avec un œuf. Donc ça donne bien la chute, et je pense que Darwin s'inscrira complètement dans cette logique a posteriori, c'est-à-dire dans l'idée que effectivement ce qui nous paraît beau, en vérité, nous entendons les charmants chanteurs dans les arbres, mais nous ne voyons pas, en vérité, quelle pression de sélection extrêmement forte ils subissent, au point qu'ils soient parfois au bord de l'extinction, parfois au bord de la multiplication, et que même parfois leur multiplication même peut les conduire à l'extinction. Ce qui est intéressant, c'est, pour revenir peut-être à l'exemple de Shrek, mais c'est vrai qu'on est souvent confronté à ça, je trouve, dans nos rapports à la nature. C'est-à-dire que côté face, on se roule un peu dans l'herbe et on est content un peu d'être au milieu d'une ambiance champêtre et de voir des jolis animaux. Et c'est que côté face, il y a toute cette partie à laquelle on prête beaucoup moins attention. C'est-à-dire qu'à toute cette nature qui est stockée dans les supermarchés, parce que c'est une partie de la nature qui est extraite et qui est conditionnée sous une forme qui est beaucoup moins belle et à laquelle on choisit de ne pas penser. Et pourtant, ça fait aussi partie de la nature. Et je trouve que c'est une contradiction dans laquelle on est vraiment tous enfoncés. Là où j'aimerais en venir, c'est que comme chacun sait, on est dans une crise, une crise de la nature, une crise écologique, etc. Et donc, on voit que là, ces deux éthiques de la nature que vous explicitez, c'est des éthiques qui sont quand même anciennes, puisqu'elles ont plusieurs siècles, on voit qu'il y a une forme quand même il y a des soucis qui nous concernent, nous contemporains. Et notamment en termes d'éthique, c'est-à-dire que nous, on voit que la nature, elle semble perdre en puissance, c'est-à-dire qu'en tout cas, c'est la vision qu'on a, c'est-à-dire qu'elle est pressée par notre consommation, par notre production, et donc elle semble de moins en moins forte. Et à première vue, il semblerait que l'éthique suggérée par une vision providentielle de la nature, c'est-à-dire une éthique qui s'émerveille, en tout cas par l'intelligence, de la compréhension et de la gestion harmonieuse des ressources, elle me semblerait mieux conçu pour, on va dire, canaliser notre rapport à la nature, notre rapport aux ressources naturelles à notre époque, dans un cadre de crise écologique. Et pourtant, je soupçonne que c'est pas forcément le cas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une sorte de contradiction par rapport à ça qui me vient, et je sais pas d'où elle vient, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Est-ce que c'est une éthique écologique, cette éthique providentielle, ou pas vraiment ? Alors, ce que j'ai pas expliqué tout à l'heure et que vous m'aviez pourtant demandé, c'est le fait que font finalement ces naturalistes qui ne croient pas à l'ordre naturel. Comment ils conçoivent la place de l'être humain. Oui, et sur ce point, je crois que c'est important quand même de préciser que les êtres humains jouent un rôle actif finalement dans la formation de la nature et dans le visage que prend la nature. On peut penser à ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être une éthique du paysage en fait, c'est-à-dire que ce que nous considérons souvent comme étant la nature, en réalité, c'est un produit aussi de l'activité humaine. C'est une sorte c'est pas un produit spontané de la nature. Donc l'activité humaine joue un rôle dans le façonnement de ce que nous appelons la nature. Tous les paysages naturels qu'on voit quand on sort de Paris, les champs, etc., c'est des paysages naturels, mais qui sont hybrides. Voilà, par exemple, un pâturage en montagne, même en haute montagne, un pâturage est un pâturage, c'est-à-dire un lieu qui est fait pour pâturer, un lieu qui est lié à l'activité des bergers, en fait, à l'activité pastorale. De la même manière, on peut dire effectivement les vergers, les champs, les haies, etc. Tout ça, ce sont des réalités
sont façonnés par l'être humain. Et même, on peut dire, pour Buffon, par exemple, le chien et le blé sont nos propres créations. Donc, on peut dire qu'il y a même des formes d'espèces vivantes, en tout cas, qui n'existeraient pas si nous n'étions pas là. Donc, c'est vrai, bien sûr, de tous les animaux domestiques, mais on peut étendre, en fait, ce raisonnement, je pense. C'est-à-dire que ce qui nous est dit ici, c'est que, finalement, les êtres humains forgent une nature à leur mesure, à leur image. Donc, ça a, si vous voulez, une sorte d'ambivalence réelle. C'est-à-dire que, d'un côté, on peut dire que les êtres humains, par là, peuvent... transformer. Oui, transformer, mais en fait... transformer à leur usage, mais peuvent aussi conserver, préserver... comment dire, transformer, c'est pas forcément pour utiliser, en fait. Non. Transformer, ça peut être aussi... Adapter à un usage qui peut être aussi un usage esthétique. Oui. C'est ça qui est important, je pense. C'est-à-dire que, finalement, par leur présence, les êtres humains ne sont pas simplement des cueilleurs, en fait, qui sont là pour prélever dans la nature. Ils sont aussi des formateurs. Ils ont aussi un pouvoir d'action. Alors Buffon va très loin parce qu'en fait il considère que c'est aussi très proche de la pensée de Montesquieu à la même époque, dans l'esprit des lois, mais que les humains transforment le climat par leurs barrages, etc. Montesquieu cite dans son esprit des lois une loi, je ne sais plus d'où, de Perse peut-être, où il dit le roi avait décidé que tous ceux qui feraient venir de l'eau dans les villes pourraient avoir une sorte de... comment on appelle ça, de rétribution de rétribution, ouais, mais une sorte de contrat qui durerait longtemps sur ce... Donc, okay. en enrichissant le pays, on s'enrichit soi-même. Okay. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que Montesquieu explique que ça n'est pas la nature qui fait les rivières. Ça n'est pas la nature qui fait les rivières, ce sont les humains. Mais en fait, que sans les êtres humains, l'eau n'est pas canalisée. Elle s'étend au premier marécage. Elle stagne, elle croupit, justement, elle donne lieu à ce qui était l'horreur du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, on est un peu revenu dessus, mais le marécage comme lieu de la pestilence, en fait. On les a chassés, les marécages. Oui, on les a chassés, on n'en voulait pas. Et donc, justement, mais en fait, c'est intéressant de voir ce marécage comme l'autre de la rivière, en fait. La rivière, avec ses rives bien canalisées, qui mènent l'eau d'un point à l'autre, qui donne de l'eau potable, qui permet la navigation, qui a des flux qui sont réguliers, qui sont contrôlables. Voilà, et bon, alors on voit bien tous les problèmes que ça pose, mais cette idée que finalement notre conception même de ce qu'est un paysage naturalise en fait des effets de l'activité humaine. Oui, sans le savoir. Sans le savoir. On pense que c'est de la nature, alors en fait, c'est un mix. Donc je trouve ça très important de lire chez Montesquieu cette idée que c'est l'être humain qui fait les rivières et pas la nature. Parce que ça nous enlève un préjugé en fait sur ce qu'est naturel. Moi je ne savais pas. Ouais. non, mais voilà, on est là, c'est ça la philo, c'est changer de point de vue sur un ensemble de choses. Donc on voit bien l'ambivalence de chacune de ces positions. D'un côté, on pourrait dire la version providentialiste, elle nous invite à aller étudier les merveilles de la nature et donc à les connaître, à les respecter comme des créations de la divinité. Elle leur donne une valeur. Donc tout ça c'est positif, mais en même temps, elle fait de nous aussi des usufruitiers, c'est-à-dire des profiteurs, des préleveurs, des cueilleurs, sans nécessairement peut-être mettre de limites dans cette affaire. C'est-à-dire, si ce providentialisme il est anthropocentriste, anthropofinaliste, s'il vise l'être humain in fine, à ce moment-là, eh bien, on peut dire que l'être humain peut faire ce qu'il veut et se servir de la nature. Et puis aussi, ça peut aussi nous rendre passifs aussi, parce que effectivement, la nature, elle peut produire des désavantages pour nous, et effectivement, elle est dans une optique de passivité vis-à-vis de la nature. Aussi, on peut du coup être plus vulnérable au fait qu'on ne se réserve pas le droit de modifier aussi les processus naturels. Oui. Vous avez raison de souligner ce point, c'est-à-dire effectivement, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux pestilences, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce qui est nuisible à notre activité ou nuisible à nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux maladies.
Et on voit bien que les êtres humains ne sont pas justement dans cette passivité, puisque face aux maladies, la plupart du temps, les êtres humains essayent de se soigner. Hein. Donc, c'est cette... Et c'est compréhensible. Hein, Oui, mais en fait, c'est pas évident en fait de se soigner. C'est pas évident. C'est pas évident, non, parce qu'on peut justement, si on est naturaliste jusqu'au bout, on peut dire qu'il faut laisser faire la nature. Il faut se laisser mourir. Il faut se laisser mourir, c'est Dieu qui le veut. Donc, vous voyez, il suffit de relire La Peste d'Albert Camus pour bien voir toutes ces tensions qui sont bien mises en avant, je trouve, de manière passionnante. De l'autre côté, la vision contingente de la nature. Elle, effectivement, on pourrait dire, elle ne respecte rien, elle n'a rien à respecter puisque tout est le produit du hasard. Mais justement, elle insiste davantage sur notre responsabilité, en fait. Le monde sera ce que nous voulons qu'il soit. Le monde sera ce que nous voulons qu'il soit. Et donc, ici, on voit bien que, à ce moment-là, les êtres humains sont pas dans une position en quelque sorte extérieure au monde, ils sont véritablement dans le monde, acteurs avec une responsabilité et le devoir d'avoir une vision, je dirais. Oui, c'est intéressant ce que vous dites là, parce que c'est le corollaire de la responsabilité, c'est-à-dire que si en fait la nature, parce qu'elle donne un pouvoir au fond à certaines de ces espèces, du coup et qu'elle a elle-même n'a pas vraiment de sens, ça confère une responsabilité à certaines espèces, dont notre espèce à nous, mais du coup ça incombe à une vision, c'est-à-dire une réflexion, une capacité à discerner et à formuler aussi un projet. Ça implique des arbitrages et ça implique de la politique aussi en fait. Donc c'est pas confortable, Non, c'est pas confortable. Parce que c'est une grande responsabilité. Une grande responsabilité par rapport aux espèces, par rapport à notre espèce elle-même, parce qu'en fait finalement même notre espèce, on peut décider d'en faire ce qu'on veut, on peut considérer qu'on peut l'améliorer, on peut considérer qu'elle est perfectible, hein, puisqu'elle est le produit d'un hasard. Donc voilà. Et puis par rapport à la planète en général, au paysage, au climat, etc. Donc ça insiste véritablement sur le fait que nous sommes partie prenante de cette affaire et qu'il nous appartient quand même de faire un ensemble de choix pour que cette planète soit vivable en fait. Ça insiste beaucoup plus donc sur la dimension active plutôt que de s'en remettre à l'idée d'une bonté primitive et primordiale des choses à laquelle finalement on pourrait juste s'en remettre. Donc ça crée du politique du coup, parce que si la nature elle est indéterminée en elle-même ou chaotique ou hasardeuse, enfin elle fait ce qu'elle peut, du coup ça crée du débat politique entre les hommes pour décider du bon usage en réalité. Ça insiste d'abord sur le fait que tout cela a une histoire en fait. Ça insiste sur la dimension historique de ces phénomènes, c'est-à-dire la nature a une histoire comme les humains ont une histoire. Donc le terme d'histoire naturelle, en quelque sorte, il change de sens, puisque c'est pas simplement la description des choses naturelles. L'histoire naturelle, c'est aussi le fait que la nature a une histoire. Et que la relation des humains avec la nature, elle est aussi historique, elle prend des formes qui évoluent avec le temps. Et donc c'est quelque chose qui est en permanence à penser, à repenser, sur de nouveaux frais, c'est-à-dire on est obligé de se remettre en permanence en chantier sur notre évaluation de ce qu'on a fait, ce qu'on fait, où on en est, etc. Donc de ce point de vue-là, je trouve que ces penseurs du XVIIIe siècle, ils ont une résonance avec ce qui se passera plus tard avec Darwin ou même avec Aldo Leopold au XXe siècle. Donc vous venez d'évoquer Aldo Leopold. Déjà, est-ce que vous pouvez peut-être rappeler à nos auditeurs qui est cette personne, qui est ce philosophe, et pourquoi il est un peu incontournable justement dans les conceptions plus modernes de la nature et aussi qui est très cité parmi les écologistes. Oui, alors c'est un forestier américain du XXe siècle, donc c'est quelqu'un qui a été vraiment éduqué dans les écoles de chasse, de pêche, de valorisation de la nature, mais avec une optique très pratique en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est quelqu'un, par exemple, qui a pratiqué, qui a favorisé la chasse des loups, par exemple, l'extermination des loups dans son pays, en pensant que finalement, moins il y aurait de loups, plus il y aurait de gibier.
Et puis il s'est rendu compte que finalement les dynamiques évolutives, les dynamiques écologiques n'étaient pas si simples. Et que donc en supprimant les loups, finalement, on n'avait pas plus de gibier, on avait moins de gibier. Parce que les daims se multipliaient avec excès, attrapaient des maladies, détruisaient les ressources végétales en les surexploitant, et que donc à la fin on avait non seulement plus de daims, mais plus de collines, plus de montagnes même, parce que l'érosion avait détruit les... La cata, quoi. Ben voilà. En fait, en croyant faire mieux, on avait fait moins bien. Donc là, c'est vraiment très important pour la réflexion sur l'humain comme apprenti sorcier, en fait. C'est-à-dire l'humain qui intervient dans des mécanismes naturels qui sont beaucoup plus complexes que ce qu'on peut imaginer. Et donc, l'idée que finalement, il y a beaucoup de conséquences non anticipées qui peuvent se produire, en fait. Donc, c'est très important cette idée de... Finalement, c'est intéressant de voir qu'à ce moment-là, l'être humain réalise que même dans son propre intérêt, pour son propre usage, il faut connaître la nature et il faut peut-être respecter certains équilibres. Donc, c'est véritablement le cœur de la pensée écologique, en fait. Alors, évidemment, il est aussi connu pour une formule très célèbre qui invite à penser comme une montagne, hein. Donc c'est cette idée aussi qu'on doit sortir de notre propre point de vue limité et utilitaire pour un peu s'élever à la hauteur justement de ces écosystèmes, on peut dire. C'est-à-dire que c'est sortir, oui, effectivement, c'est adopter un point de vue écosystémique sur les relations naturelles, c'est ça ? Oui, mais ce qui m'intéresse, c'est que c'est pas seulement un point de vue mystique, c'est un point de vue qui est premièrement appuyé sur une connaissance meilleure des mécanismes naturels, donc une connaissance meilleure des lois de la nature, finalement, des fonctionnements naturels, et des dynamiques écologiques. Et puis c'est aussi une approche dans laquelle l'être humain n'est pas exclu, en fait. L'être humain fait partie prenante de cette affaire et intervient en fait sur les dispositifs naturels. Donc c'est très important de voir aussi que du coup c'est aussi certains états de la technique qui ont des effets directs sur la nature. Par exemple, Léopold analyse dans son almanach d'un comté des sables le fait que, par exemple, on tond les bordures de manière toujours plus précoce, toujours plus exigeante. Et en fait, en faisant ça, on empêche certaines plantes caractéristiques du paysage américain de l'époque, des grandes plaines, certaines plantes de pousser, de fleurir et donc de se propager. Et donc, on conduit ces plantes à l'extermination, tout simplement parce qu'on a certaines pratiques de la gestion des talus, on va dire, qui ne sont pas respectueuses ou qui ne sont pas adaptées. Donc en fait, à ce moment-là, Léopold introduit la notion de ce que nous chérissons. Et cette notion de ce que nous chérissons, ce que nous voulons, ce que nous valorisons en fait, n'a rien à voir avec la valeur au sens économique du terme, c'est-à-dire la capacité qu'on a d'exploiter un territoire pour en tirer le plus de revenus possible. Ce que nous chérissons, c'est aussi ce que nous souhaitons préserver. Et donc, il incarne vraiment, je trouve, une sorte d'équilibre magnifique entre, on va dire, science de la nature au sens biologique, écologique, mais aussi prise en compte de l'intérêt humain au-delà de la sphère proprement économique, et une sorte de, malgré tout, de sensibilité pour la nature et une sorte d'amour de la nature et de respect pour la nature et la beauté de la nature. Donc c'est quelque chose de très américain aussi, au sens où c'est une sorte d'admiration pour les grands fauves, les grands espaces, et une sorte de sentiment de respect devant quelque chose qui est plus grand que nous, mais face auquel nous ne devons pas minorer notre pouvoir de nuisance non plus. Donc c'est un bel équilibre qui définit, quoi. Oui, je trouve que c'est une pensée équilibrée. Voilà, c'est une pensée équilibrée, donc en fait entre des tendances contradictoires, et puis surtout qui ne fait pas l'impasse sur les sciences, et ça c'est très important. Parce que en fait au fond ça c'est un peu le fil directeur ou implicite de tout ce qu'on a dit depuis le début. Là, c'est cette idée que connaître la nature, c'est très important.
Après, ce qu'on fera de notre connaissance, ça nous regarde, entre guillemets, ou c'est une autre affaire. Mais en tout cas, on ne peut pas se contenter de diviniser la nature, de mythifier la nature. Non, c'est un discours de surface, on va dire. Un discours généreux, mais qui n'est pas toujours facile de retranscrire d'un point de vue factuel ou dans les faits. Oui, mais c'est un discours qui est extrêmement prégnant aujourd'hui, cette idée qu'en fait, certaines personnes seraient en connexion particulière avec des puissances irrationnelles. Bon, voilà, moi c'est pas trop ma tasse de thé en fait. Je pense que les sciences de la nature ont un rôle à jouer dans toute leur diversité. Leur efficacité, je ne sais pas, parce que comme je vous dis, elles ne prescrivent pas forcément des usages, ces sciences de la nature. Mais voilà, avoir une idée précise de ce que c'est que la biodiversité, avoir une idée précise donc de l'inventaire du vivant, avoir une idée précise des mécanismes écosystémiques, comprendre mieux davantage l'impact de nos pratiques sur les ressources air, eau, etc., qu'on a toujours considérées comme acquis en quelque sorte. Donc tout ça, c'est des questions tout à fait décisives et je pense que les scientifiques ont un rôle déterminant à jouer. On le voit par exemple sur la question climatique. Aujourd'hui, les scientifiques sont en première ligne. Ouais, voilà. Le GIEC, c'est un peu c'est leader sur le sujet, c'est clairement la voix leader sur le sujet. Vous disiez tout à l'heure que donc Aldo Leopold, il disait, il promouvait une autre définition de la valeur. Il dit bon, il y a une valeur économique qui règle forcément dans notre société parce que c'est le système qui permet de mesurer en fait la valeur de la marchandise, la capacité à consommer. Et donc c'est une grille de lecture. Et effectivement, il dit que quand on applique cette grille de lecture-là à la nature, effectivement, on voit bien que ça ne colle pas et qu'il y a d'autres types de valeurs qui existent. Et il dit, je reprends vos mots parce que je ne l'ai pas lu. Mais il dit que est valeureux, de la valeur ce qu'il faut préserver. Et toute la question, c'est de savoir mais que veut-on préserver et comment on décide de ce qu'on veut préserver. Ça, c'est un débat politique. Donc, vous avez dit donc c'est la science qui doit déjà instruire ce débat pour pas qu'on aille dans tous les sens et qu'on méconnaisse les effets de nos pratiques. Mais ensuite, c'est par le débat politique qu'on va définir une autre forme de valeur. C'est de la politique et c'est pas de la politique. Parce que, en fait, comment dire, si c'est de la politique au sens de la politique politicienne, on va dire, excusez-moi, mais voyez. Je pense à un truc un peu plus noble. Non, mais je pense, parce que ce sont des enjeux tout à fait concrets, en fait. Ouais, si vous êtes maire d'une ville. Ouais. Et qu'il y a un bois, par exemple, dont vous héritez parce que c'était genre le domaine d'un... Dans le domaine public de la... C'est ça, un truc qui tombe dans le domaine public, voilà. Et donc, un truc qui était une propriété privée, une sorte de réserve de chasse, par exemple, que tout à coup, vous avez à votre disposition en tant que maire d'une ville très peuplée. Et c'est là que je dis que la politique, c'est compliqué, parce qu'en fait, si vous entendez politique au sens du fait que vous avez des électeurs et que vous devez veiller à leur bien, eh bien, vous allez effectivement immédiatement transformer ce bois en parc. Vous allez faire en sorte que les habitants puissent en profiter. C'est votre responsabilité politique. Et peut-être que le débat public, d'ailleurs, va vous demander d'installer des parcs, des crèches et je ne sais quoi. Et tout le monde sera très content. Et tout le monde sera très très content. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut ? Est-ce que c'est vraiment ça qui est bien ? Moi, c'est la question que je pose, c'est-à-dire, en fait, les intérêts humains sont toujours prioritaires dans la politique. Or, les intérêts humains, ça n'est pas forcément l'usage. Ça peut être aussi la beauté, le secret, le mystère, l'interdit. Donc voilà, pour moi, c'est très important qu'on fasse place à toutes ces valeurs esthétiques. Et c'est le contrepoint de ce que je viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que j'insistais beaucoup sur la dimension scientifique et rationnelle. Je pense qu'il y a aussi une esthétisation très forte à avoir par rapport à la nature, parce que si on entend l'intérêt humain, on n'en aura jamais assez. On voudra toujours plus. Oui, en permanence. Donc, en permanence. Donc, dans les années 50-60, c'était... voilà, on ne comprenait pas l'intérêt que pouvait avoir une friche. Comme au XVIIIe siècle, on ne pouvait pas comprendre l'intérêt que pouvait avoir un marécage. Et puis, aujourd'hui, on ne comprend pas l'idée que peut avoir un espace sauvage.
Pas loin d'ici, il y a la Bibliothèque nationale de France, construite par François Mitterrand, enfin voulue par François Mitterrand, il l'a pas construite. Mais dans cette bibliothèque, il y a un jardin interdit. Oui, effectivement. C'est un espace absolument artificiel, hein. Il n'y avait pas de jardin avant qu'il y ait la bibliothèque. C'est un espace artificiel construit par l'être humain et, scandale des scandales, interdit aux usagers. Personne ne peut y mettre les pieds. Et c'est qu'à chaque fois on regarde la terrasse d'en haut et on a envie d'y aller. On a envie d'y aller. On se dit mais il faudra installer un café là-dedans. Et donc en vérité, c'est intéressant, je trouve. Parce qu'on a affaire là à un espace complètement artificiel, mais qui est une sorte de réserve sauvage un peu. Alors j'imagine que c'est très contrôlé, qu'il y a beaucoup de jardiniers, d'écologues qui s'occupent de faire en sorte que ça soit comme c'est. Mais en fait, on s'aperçoit qu'il se passe des choses étonnantes, des oiseaux qui nidifient. Et voilà. Et puis c'est quelque chose bizarrement, c'est quelque chose qu'on va préserver de notre désir, c'est-à-dire qu'on va le regarder, mais on va pas pouvoir s'en accaparer, on va pas pouvoir utiliser ce parc. Mais le fait aussi de ne pas pouvoir en fait l'utiliser, ça satisfait aussi un autre désir, qui est un désir aussi plus contemplatif, plus propre aussi à l'imaginaire, c'est qu'on va aussi fantasmer sur tout ce qu'il peut y avoir dans ce parc, tout ce qui s'y passe, du fait que justement on soit interdit d'y aller. Et c'est intéressant aussi, je trouve. Je trouve que c'est bien d'avoir des choses qui nous résistent en fait, des choses qui ne sont pas là pour notre petit plaisir. Aldo Léopold se moquait beaucoup de ceux qu'il appelait les fourmis motorisées en fait, c'est-à-dire alors je ne sais pas si c'était des chasseurs des dimanches ou des promeneurs du dimanche, mais qui considèrent qu'ils ont envie de voir la nature, mais il leur faut une autoroute qui leur mène jusqu'au lieu, et puis une buvette si possible, avec un point de vue, avec des jumelles où on peut... Et un chemin de randonnée tout tracé, avec la distance... Voilà, c'est ça. Donc en fait, nous sommes tous plus ou moins des fourmis motorisées, hein, par certains moments, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer qu'il y a un autre rapport à la nature qui est possible, et peut-être, je ne sais pas si c'est un rapport qu'on peut dire plus authentique, en tout cas un rapport différent. Et donc, il faut l'assumer ce rapport, parce que dans ce rapport-là, effectivement, le rapport au mystère, c'est-à-dire à ce qui nous échappe, il y a aussi c'est beaucoup moins, c'est beaucoup plus aventureux, potentiellement beaucoup plus enthousiasmant, mais aussi, et je pense que c'est ça aussi parfois qui angoisse certaines personnes, c'est ce mystère aussi d'incontrôlé qui échappe. Et d'un point de vue philosophique, je trouve que c'est aussi intéressant, c'est une sorte de plaisir angoissant. Voilà, moi je dis pas que je suis un grand amateur de l'aventure, on va dire. Ça ne m'intéresse pas spécialement, ça me fait peur, comme vous dites. En revanche, je pense que c'est très important que ça existe, des territoires sauvages, hein, en fait. Ça n'existe pas, on sait bien aujourd'hui, ça n'existe pas, ça n'existe plus, mais quelque chose qui nous confronte à une puissance qui n'est pas nôtre, à quelque chose qui n'est pas nous. C'est ça la définition première de la nature. C'est l'altérité. C'est l'altérité, c'est cette spontanéité aussi, c'est-à-dire au sens où quelque chose qui n'a pas été produit par nous, quelque chose qui n'est pas en notre pouvoir. C'est tout le contraire de ce que j'évoquais tout à l'heure, avec une sorte de responsabilité des humains sur tous les aspects de la vie naturelle. C'est tout le contraire. Mais c'est la coexistence de deux approches. Ouais. Et c'est important, malgré tout, que finalement, régulièrement, nous sommes ramenés à cette fragilité de la vie humaine, à cette fragilité de ce à quoi nous tenons. C'est bien qu'on fasse tout pour essayer de ne pas s'en apercevoir parfois. Parce qu'on essaie toujours de se protéger de cette vulnérabilité. On essaie toujours de se protéger de la prise de conscience de la vulnérabilité. Bien sûr, mais... Et ben on n'y arrive jamais d'ailleurs. On n'est pas encore rendu, comme on dit. On n'est pas encore rendu s'agissant... Pardon. Voilà, on n'est pas encore rendu s'agissant du contrôle, par exemple, de toute la dimension météorologique. Hein, donc voilà, tout ça, c'est un aspect de la puissance ensauvagée, la puissance un peu destructrice. Mais moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est justement ce que je disais, la spontanéité du vivant, c'est-à-dire le simple fait de voir pousser une graine, de voir une plante s'épanouir. Voilà, donc l'ambivalence, c'est ça, c'est que on ne peut pas en rester à cette admiration à cet émerveillement devant la spontanéité naturelle.
Parce qu'on sait très bien que cette spontanéité naturelle, là, cette beauté de la vie, elle peut cacher le pire comme le meilleur. Oui, ça peut être vraiment un faux ami, quoi. Ça peut être un faux ami. Donc voilà, il y a un très beau film qui s'appelle Life, justement, qui montre, ça se passe dans l'espace, on trouve un petit germe qui pousse, et c'est tellement mignon au départ, on lui donne un nom et tout, puis en fait ça devient un blob immonde qui dévore tout le monde. Donc c'est ça l'ambivalence de la vie, en fait. Et c'est ça qui résume aussi bien notre entretien d'aujourd'hui, c'est-à-dire cette tension entre une admiration devant les merveilles de la nature et un effroi devant finalement les puissances de destruction et d'invasion, voilà, qui si elles sont incontrôlées, livrées à elles-mêmes, produisent le pire. Donc tout ne dépend pas de nous, mais il nous appartient de faire en sorte que ça soit le plus beau, le plus riche possible. Et là, évidemment, il y a matière à débat, évidemment. Et une nature plus hasardeuse, eh bien, résonne aujourd'hui beaucoup, puisque on est partagé entre, d'un côté, effectivement, l'idée qu'il faille préserver la nature, la conserver, en la mettant à l'abri de notre appétit, notre appétit humain qui est sans limite. Et en même temps, avec le contrepoint aussi qu'il faut souligner, c'est que malgré tout aussi, transformer la nature, c'est aussi, en tant qu'espèce, améliorer les conditions de notre existence. Voilà, si on fait évoluer certains processus naturels et qu'on les modifie dans une certaine mesure, ça nous permet de mieux nous soigner, de mieux nous nourrir, par exemple. Et donc il y a une dichotomie, il y a un paradoxe par rapport à ça, dans notre conscience écologique, entre cette éthique du respect et cette éthique de la transformation. Voilà, donc je vous laisse méditer sur cette question-là. Et j'espère que cet épisode vous a plu et que ça a permis de mieux comprendre certaines choses et vous a donné matière à réflexion et matière à débattre peut-être. Et n'hésitez pas à mettre un avis sur votre plateforme d'écoute et à vous abonner, ça fait toujours plaisir.